Bonsoir, mardi 19 janvier, bienvenue dans le journal préparé par la rédaction de TV78. Tout de suite, les titres de cette édition. La visite de Nadia hier à Poissy, la ministre déléguée chargée de la ville, s'est rendue dans cette commune candidate pour devenir cité éducative. Ce label, attribué par le gouvernement, a pour but de permettre à chaque enfant d'être accompagné durant tout son parcours éducatif. 4 villes sont déjà labellisées dans les Yvelines. Leur date initiale a été reportée, les soldes d'hiver débutent demain mercredi, elles se déroulent jusqu'au 16 février prochain. Les enseignes se préparent pour cette période particulière en pleine épidémie et sous la mesure du couvre-feu à 18h. La direction départementale de la protection des populations est également sur le qui-vive. Et puis reportage à Dampierre en Yvelines à la fin de ce journal. Le domaine est en travaux depuis plusieurs semaines. La grille datant du XVIIIe siècle s'est refaite récemment une beauté. Elle a été posée dernièrement sur place. La ministre déléguée à la ville, Nadia S, est donc de nouveau déplacée dans les Yvelines ce lundi. Une visite pour échanger avec les acteurs locaux autour du projet et des cités éducatives. Ce programme mis en place par le gouvernement doit permettre un meilleur accompagnement des jeunes de 3 à 25 ans pour endiguer le décrochage scolaire, favoriser l'insertion professionnelle et lutter contre la délinquance. Label que souhaite recevoir la ville. Pierre-Hugo Rébert, Célia Gatsongo et Patrick Jacques de Dixmude. Poissy pourrait faire partie des futures cités éducatives, un programme qui vise à impliquer l'intégralité des acteurs locaux dans l'accompagnement éducatif des enfants. La ministre de la ville, Nadia Hay, était en visite dans la commune yvelinoise pour étudier le projet. Les acteurs se mettent ensemble, se mettent autour d'une table et réfléchissent à une méthode de travail, à aussi les divers accompagnements qui peuvent mutualiser, proposer pour servir le parcours de l'enfant dans le cadre de sa réussite scolaire. Aujourd'hui, déjà 80 cités éducatives ont été labellisées en France, ce qui représente 520 000 enfants accompagnés. Les 12-17 ans doivent être les premiers bénéficiaires de ce programme. L'école, le sport, la culture, les parents avec cette épine dorsale que peut représenter l'éducation nationale peut être pour nous un élément facilitateur qui n'a d'autre objectif que de bien vivre ensemble. Outre l'éducation nationale, le but est d'aider des initiatives locales déjà existantes, comme ici à la fabrique numérique du Fab Lab, qui a un objectif simple. C'est de former des jeunes, donc des 16-29 ans, qui sont en échec scolaire, souvent déscolarisés, qui n'ont pas eu le bac, voilà, pour essayer de susciter une vocation ou de les aider avec les outils qu'on a sur place vers une formation plus poussée ou un emploi. Dernier axe du projet Cité éducative, la sécurité. Un comité de prévention de la délinquance s'est tenu dans la journée. Autour de la table, les acteurs locaux ont présenté leurs idées pour lutter contre la délinquance. En travaillant avec les associations, en travaillant avec les services de police, les collectivités, la collectivité locale et ses élus, l'éducation nationale. Et donc c'est comment tout le monde se mobilise pour lutter efficacement contre la délinquance. Si Poissy venait à bénéficier de cette aide, la ville toucherait 450 000 € de l'État pour la mise en place de ce projet. J-1 avant les soldes d'hiver. Cette année, l'événement va être bouleversé en raison du contexte. Couvre-feu à 18h, gestion plus difficile des stocks. Les magasins doivent s'adapter pendant un mois. Le reportage de Mickaël Elmidoro. Comme chaque année, les aficionados de la mode attendent ce moment avec impatience. Les soldes d'hiver débutent ce mercredi 20 janvier en France. On va être là à 6h du matin carrément, où les prix baissent, c'est toujours intéressant. Moi ça me tente, mais bon après voilà, il faut que les finances suivent. Cette année, le contexte sanitaire va bouleverser le mode de fonctionnement des magasins. Ce sera le cas dans cette boutique de 110 mètres carrés implantée à Plaisir. Ici, les horaires seront adaptés pour respecter le couvre-feu à 18h. Cette décision pourrait avoir un impact sur les ventes. Fermer les magasins à 17h30 alors qu'on les ferme à 20h en règle générale, en moyenne. Il est certain que pour le textile, spécifiquement pour nous, ce créneau horaire va avoir une grosse incidence. Moi, je pense qu'on va perdre entre 30 et 40% du chiffre. On ne va pas vous cacher qu'on n'est pas serein par rapport à ça. À Montigny-le-Bretonneux, cette boutique doit également modifier ses habitudes. Aucun CDD n'a été créé pour la période des soldes. Dès les premiers jours, les décotes seront plus importantes pour atteindre les prix d'une deuxième des marques. Enfin, les stocks sont également moins importants par rapport aux années précédentes. Nous avons une table importante, mobile, et un petit mural très léger. Bon, ça fait déjà quelques années que ça diminue, mais là, avec la conjoncture et le Covid, forcément, les stocks sont encore moins importants. Les soldes d'hiver se termineront le 16 février prochain. Les Français devraient dépenser en moyenne près de 319 € lors de ce rendez-vous. Et on continue à parler de ce sujet avec Jean-Bernard Baridon qui est avec nous par visioconférence. Bonsoir.
Bonsoir. Vous êtes le directeur départemental de la protection des populations dans les Yvelines. Alors, parmi vos missions, notamment celle d'assurer la protection économique et la sécurité du consommateur. De quelle manière et par quelles actions, justement, assurez-vous cette mission ? Alors, s'agissant des soldes, nous avons une action qui se fait en 2 temps. Une action donc avant le démarrage des soldes, puisque nous sommes très présents, notamment sur Internet, puisqu'aujourd'hui, il y a un déport de l'activité sur Internet en ce qui concerne l'activité commerciale. Et ensuite, durant la période de solde, nous procédons à des contrôles qui portent sur la réalité des réductions qui sont proposées à la clientèle, contrôles qui portent sur l'achalandage. Je rappelle que les soldes ne peuvent porter que sur des marchandises qui ont été acquises il y a au moins 1 mois. Et donc, il n'est pas possible durant la période de solde donc de se réapprovisionner. Il y a également des contrôles qui portent sur la réalité de la réduction de prix, puisque certains commerces en ligne ou commerces in situ ont tendance à avoir des affichages extrêmement généreux et on se rend compte lors des contrôles qu'en réalité, certains produits ne sont pas stockés. Et puis on s'assure, in fine, que le commerçant applique réellement la réduction de prix sur un prix qu'il n'a pas modifié avant la période de solde. Et ça, c'est important. Parce que c'est important de le préciser, c'est une période de bonnes affaires pour les consommateurs, de réduction des stocks, ça permet d'écouler les stocks aussi pour les commerçants, mais vous le disiez, qui est aussi sous le contrôle de plusieurs règles essentielles pendant cette période de solde. On a compris une période de vigilance accrue pour vous. C'est un moment aussi particulier, forcément, avec cette crise sanitaire dont on reparlera tout à l'heure. Cette année, d'ailleurs, les soldes ont été retardés. Elles vont se dérouler donc du 20 janvier jusqu'au 16 février inclus. Initialement, c'était prévu du 6 janvier au 2 février. Est-ce que vous pouvez rappeler pourquoi il y a eu ce report ? C'est tout simplement l'effet de la pandémie que nous connaissons. Donc, il y a eu un report donc, de 15 jours de la date des soldes, ce qui fait que la période de solde ne portera plus que sur 4 semaines et non pas 6 semaines comme initialement prévu. Et s'agissant de l'activité en magasin, nous sommes évidemment vigilants au respect du protocole sanitaire qui a été mis en place, avec par exemple une jauge de 8 mètres carrés par client, avec la définition d'un nombre maximum de personnes en magasin et une vigilance accrue des professionnels. Mais les professionnels ne sont pas les seuls à avoir des responsabilités en la matière. La clientèle doit aussi être honnête, faire preuve de civisme, et ne pas se jeter comme de manière un peu inconsidérée, comme cela peut-être se faisait les années précédentes. J'entendais dans le reportage que certains vont se lever tôt pour aller faire les soldes, mais il faudra quand même être particulièrement vigilant au port du masque, au gel et au respect des prescriptions proposées par les professionnels. Les professionnels ne peuvent pas tout seuls. Alors vous parliez tout à l'heure des règles pendant cette période de solde. Vous avez parlé notamment de la gestion des stocks. Alors le fait de ne pas pouvoir se réapprovisionner pendant cette période. Il y a aussi une distinction claire qui doit être faite entre les nouvelles collections et les produits soldés, c'est ça ? Le consommateur doit pouvoir voir très, très clairement une distinction claire entre les articles soldés et les articles non soldés. Évidemment. Alors certains entretiennent l'ambiguïté, mais dans les boutiques, les enseignes les plus sérieuses, on voit bien apparaître la nouvelle collection sur d'autres portants, sur d'autres étagères, sachant, et je voudrais insister là-dessus parce que je n'ai pas fait suffisamment, les soldes sont très importantes aussi sur Internet, et sachant que sur Internet, on achète 24 heures sur 24 et que l'on est protégé par la loi sur l'économie numérique. Donc, nous sommes très, très vigilants sur ce mode de commercialisation des produits, sachant qu'il y a environ 200 000 sites actifs aujourd'hui et que les achats sur Internet, ça concerne environ 40 millions de personnes en France et de l'ordre de 30 milliards de chiffre d'affaires. Donc, la vigilance sur Internet est notre priorité. On redire aussi que même si c'est une période de solde, la règle qui consiste à dire que les échanges et les remboursements seraient peut-être différenciés pendant cette période de solde, ça il faut la mettre de côté. C'est les mêmes garanties. Il y a de l'échange et du remboursement qui est garanti pendant cette période. Ce sont les mêmes garanties, sachant que le professionnel s'engage sur une garantie de conformité. Donc si le produit que vous achetez, vous pensez avoir acheté du polyester et il se trouve que c'est de la laine, vous pouvez le rapporter parce que vous bénéficiez de cette garantie de conformité.
Après, il se peut que, d'abord, les soldes ne sont pas obligatoires, les professionnels ne sont pas tenus de faire des soldes, même si cette année ils le feront pour des raisons de trésorerie évidentes. Mais chacun peut mettre en place des conditions générales de vente un petit peu spécifiques à cette occasion, notamment dans le textile. Souvent, dans le textile, les retouches sont payantes alors qu'elles ne le sont pas le reste de l'année. Est-ce que les abus, les fraudes sont-elles récurrentes pendant cette période justement? Est-ce que vous avez peut-être des chiffres en la matière sur le département des Yvelines, sur les infractions qui ont pu être relevées? Sur le département des Yvelines, nous sommes quand même dans une logique qui est une logique éminemment pédagogique, puisque ce sont des pratiques que nous suivons au fil du temps. Bon an, mal an, il y a une dizaine simplement de procédures pénales qui sont rédigées à l'encontre des professionnels. Toutes les anomalies que nous constatons, nous les gérons sous l'angle d'une injonction de mise en conformité, et 95 fois ou 99 fois sur 100, le professionnel fait ce qu'on lui demande de faire. Et un dernier mot, vous nous en parliez tout à l'heure, Jean-Bernard Baridon, sur cette période aussi particulière, période de crise sanitaire, avec des protocoles qui sont mis en place dans les commerces yvelinois. Vous en avez parlé tout à l'heure. Votre rôle aussi, c'est de veiller au bon respect de ce protocole sanitaire, peut-être en faisant quelques contrôles? Alors, tous les services de l'État qui sont des services sur le terrain, police, gendarmerie, la DDPP, etc., évidemment, tout au long de la période, nous accompagnons nos contrôles d'une action pédagogique auprès des professionnels. Et s'il s'avère que les professionnels sont vraiment, entre guillemets, hors la loi, nous leur adressons une injonction de se mettre en conformité avec des délais qui sont des délais extrêmement courts, qui peuvent être des délais de 24 à 48 heures. Merci Jean-Bernard Baridon d'avoir été avec nous par visioconférence. Merci. Je le rappelle, vous êtes le directeur départemental de la protection des populations, donc dans les Yvelines. Et je rappelle cette date, celle des soldes d'hiver qui débutent demain, un mercredi. C'est du 20 janvier au 16 février inclus pour cette période de soldes d'hiver. Ce geste solidaire à présent, ce début d'année à Triel-sur-Seine, les habitants de la commune ont remis hier lundi de nombreux cadeaux à une association. Cette association, c'est les Enfants de la Terre. Elle vient en aide aux enfants en difficulté et ces dons vont pouvoir être distribués aux jeunes qui sont hospitalisés. Le reportage d'Éléonore Sinoquet et de Lucas Darindel d'Esquincourt-de-Condé. C'est à l'espace Sené que la municipalité de Triel-sur-Seine a remis de nombreux cadeaux à l'association Les Enfants de la Terre lundi 18 janvier. Une collecte qui a été faite en décembre par les habitants eux-mêmes avec le soutien du collectif Triel Solidarité. L'élan de solidarité a duré 3 semaines. C'est-à-dire que tous les week-ends, il y avait des collectes qui étaient régulières sur la ville. Il y en avait aussi bien au Châtelaine qu'en bord de Seine. Et avec cette collecte, il y a eu une salle complète, donc ça représente on va dire 80 mètres carrés qui était entièrement plein de cadeaux. Donc vraiment, c'était impressionnant. Ça a été déjà redistribué à plusieurs associations caritatives, dont les Restos du Cœur, le Secours catholique. Et aujourd'hui, donc, c'est les Enfants de la Terre. Basée à Thiverval-Grignon et créée il y a 33 ans par Marie-Claire Perrier, la mère de Yannick Noah, l'association est aujourd'hui présidée par sa sœur Nathalie. Les Enfants de la Terre vient en aide aux enfants en difficulté sociale et économique en France ou encore en Afrique. Ça me fait chaud au cœur et je vous cache pas que c'est la première fois qu'on a une collecte comme ça. C'est très rare, en général les gens nous donnent souvent des jouets d'occasion, ce qui est très bien, mais là je pense que c'est un vrai Noël qu'on va faire passer à plein de petits enfants. Beaucoup dans les hôpitaux, beaucoup à l'hôpital de Bray, beaucoup dans les hôpitaux, et je pense qu'il y a 2-3 cadeaux que j'ai déjà vus, genre les vélos qu'on ne pourra pas mettre dans les hôpitaux, donc là on les offrira dans les maisons tendresse qu'on a. Ce petit village, c'est la première fois qu'on a une collecte aussi belle et autant de jouets. Tout en s'adaptant à la crise sanitaire, l'association démarrera les premières distributions de cadeaux dans les hôpitaux samedi 23 janvier. Solidarité toujours avec cette course virtuelle J'enfile mes baskets pour Léana qui se déroulera à partir de ce samedi 23 janvier. Un événement caritatif pour l'association Au fil de Léana. Léana, c'est une petite fille atteinte d'une maladie rare qui a besoin de votre aide, notamment pour financer du matériel médical. Ses parents ont répondu aux questions d'Éléonore Sinoquet. C'est le principe d'une course virtuelle. Donc les gens en fait vont s'inscrire sur le site de ProTiming. Ils ont le choix de réaliser soit une course, soit une marche de 5 ou 10 km. Donc ils la réalisent entre le 23 janvier et le 7 février. Donc c'est 1 € du kilomètre. On a mis en place, il y a 6 types de courses. 5 km marche nordique et course. Et 10 km marche nordique et course. Et donc les gens, pour 5 km, payent 5 € et 50 centimes de frais d'inscription.
envisage de financer un vélo cargo. Alors, on avait déjà fait une première cagnotte, mais vélo cargo, il faut savoir que ça coûte entre 4 et 5 000 euros. Donc, on n'avait pas eu suffisamment. Donc, on a mis de côté l'argent qu'on avait déjà récupéré. Et là, on espère pouvoir compléter le financement. Oui, on va la faire donc avec ses frères. Donc, Léana, elle sera dans une jouelette. Et puis, on va se relayer tous les 4 pour la pousser, donc qu'elle profite de ce moment-là, parce qu'elle adore vraiment la sensation de vitesse et de roulement sur la route. Donc, comme ça, on va pouvoir tous le faire avec les enfants. Du sport également dans l'actualité avec l'annonce aujourd'hui du ministère des Sports concernant la Coupe de France de football. Les clubs amateurs encore engagés dans la compétition peuvent désormais reprendre les entraînements collectifs pour se préparer. C'est une autorisation en vue du 6e tour de la Coupe de France de football qui est programmée le week-end des 30 et 31 janvier. Pour rappel, un représentant yvelinois est encore en lice, c'est Conflans qui recevra l'équipe de Vitry-sur-Seine. Les rencontres seront à huis clos et chaque joueur devra effectuer un test PCR ou antigénique 2 à 3 jours avant le match. En cas de mise à l'isolement de toute ou partie de son effectif ou défaut de test, l'équipe en question sera éliminée par forfait. Une Coupe de France exceptionnellement à 2 tableaux cette année. Amateurs et professionnels ne se retrouveront cette année qu'au stade des 16e de finale programmés fin février ou début mars. Cet événement prévu en novembre dernier avait dû être reporté. La grande braderie, du golf national de Saint-Quentin en Yvelines s'est tenue du 15 au 17 janvier. Elle est programmée 2 fois par an sur le site installé à Guyancourt. Sur place, les golfeurs et non-golfeurs ont pu retrouver du textile, des chaussures, encore des clubs. Et des réductions jusqu'à moins 60% étaient proposées. Malgré une météo neigeuse samedi, les visiteurs étaient au rendez-vous. Les propos recueillis par Bichente Mérien Santisteban. Il y a eu beaucoup de monde, vendredi beaucoup de monde. Hier, malgré la neige, le golf fermé, les gens sont quand même venus. Et là, aujourd'hui, il y a du monde aussi. Donc oui, on est contents et nos clients aussi. On est venu pour se promener parce qu'il ne faisait pas très beau et je pensais qu'on n'aurait pas pu jouer au golf aujourd'hui à cause de la neige. Et puis finalement, on a fait des achats. C'est un événement annuel qu'on connaît et qu'on coche tous les ans. Parce qu'effectivement, on aime bien le golf national, les collections qu'ils ont. Et puis ce sont des événements qui sont intéressants. Je vous le disais dans les titres, les travaux du domaine de Dampierre en Yvelines se poursuivent malgré quelques ralentissements dus au confinement. La semaine dernière, la dépose de la grille rénovée a bien pu avoir lieu. Le reportage de Célia Gatsongo et de Sam Le Sad. Tout un symbole, la grille d'honneur du domaine de Dampierre à Dampierre en Yvelines va se refaire une beauté. Mercredi 13 janvier a eu lieu la dépose d'un des 2 vantaux par les ateliers Saint-Jacques de la Fondation de Coubertin. La restauration consiste d'abord à une recherche stratigraphique des couches de peinture pour identifier les finitions. Ensuite, on démonte l'ensemble des pièces qui composent cet ouvrage et on les restaure. La grille a été installée par les ducs de Luynes au XVIIIe siècle et elle n'a jamais eu de restauration. Aujourd'hui, évidemment, elle souffre de l'usure, de la rouille qui l'a attaquée, les couleurs qui n'y sont plus, des assemblages qui ont cassé. La grille d'honneur sera de nouveau au domaine dans 2 ans. En attendant, dans le château, les charpentiers sont à pied d'œuvre pour faire les relevés en vue de la restauration de la charpente. Le château de Dampierre a été construit à la fin du XVIIe siècle et depuis cette période, il n'a subi qu'une seule campagne de restauration qui est il y a presque 200 ans. Et évidemment, presque 200 ans après, il était nécessaire d'intervenir. On voit les bois, déjà la couverture, les ardoises étaient à bout de souffle. On voit les charpentes qui sont abîmées, les chevrons qui sont cassés, des éléments qui sont exposés aux eaux, même s'ils sont à l'abri des plombs, qui sont pourris. Le chantier global atteint près de 50 millions d'euros et sera terminé courant 2022 sur le logis. Avant de vous laisser, noter que demain, mercredi, c'est l'ouverture des vœux sur la plateforme Parcoursup. À cette occasion, l'Académie de Versailles propose un live sur Instagram à destination des lycéens, une initiative qui se déroulera désormais chaque mois. Le principe, le live est animé par un élève élu au conseil académique pour la vie lycéenne avec un invité. Les spectateurs pourront lui poser directement leurs questions en direct. Demain, mercredi, c'est Raphaël Lartigou, chef du service académique de l'information et de l'orientation, qui répondra à vos questions sur Parcoursup. Rendez-vous sur le compte Instagram de l'Académie de Versailles à partir de 18h. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez un nouveau numéro du 7-8 Culture présenté par Justine Brasier. Très belle soirée sur TV78.